Je m'appelle Alain Becchia, je suis un ancien professeur des universités, maintenant à la retraite, et je préside la Société de l'Histoire d'Elbeuf depuis 2017. C'est une association qui est relativement ancienne, elle remonte à décembre 1981. Elle se donne pour mission d'étudier le passé de la ville et de son agglomération, et puis surtout de le faire connaître. On s'attache aussi à la mise en valeur et à la préservation du patrimoine. On travaille bien sûr en lien avec les services culturels de la municipalité, avec la médiathèque, avec la Fabrique des Savoirs, que ce soit le musée ou le centre d'archives patrimoniales. On participe à des expositions, à des conférences, à des commémorations, et on essaye dans tous ces domaines-là d'apporter un petit plus, c'est-à-dire notre expérience et notre fréquentation du passé de l'agglomération. J'ai fait aussi une conférence sur la libération d'Elbeuf à la médiathèque. Nous avons participé aux commémorations du 8 mai avec une exposition à la mairie, avec un film qui a été fait par l'association Cœur de Bleuet, qui est une association un peu sœur. Puis on publie. Alors on publie 2 bulletins semestriels par an, au mois de mai et au mois de novembre. On a publié des livres. Un livre avec nos amis de Louviers sur Elbeuf-Louviers, une histoire croisée de 2 cités drapières. On a fait Elbeuf au fil de ses rues, un petit livre qui a eu un gros succès et qui est épuisé. Elbeuf vu par, qui raconte un peu comment, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, les gens voient Elbeuf, c'est-à-dire des écrivains qui sont passés, des dictionnaires, des revues techniques, des médecins, des sociologues, des enquêteurs, des journalistes, etc. Et puis on prépare C'était Elbeuf au XXe siècle. Donc là, on va faire vraiment un focus sur les années 1900 à 1999. Et ça va sortir au mois d'octobre-novembre de cette année. Il y avait une petite activité textile à Elbeuf dès le XVe siècle. L'essor, ça commence en 1667, donc on est sous le règne de Louis XIV, et Colbert qui donne des statuts et règlements, qui va imposer des normes de production très supérieures à ce qui se faisait avant. Donc là, ça lance vraiment Elbeuf, qui va devenir au XVIIIe le centre le plus important de Normandie pour la production d'étoffes de laine cardée. Après, alors le 19e, 1830, l'adoption du métier jacquard qui permet de faire non plus des étoffes simplement rayées ou unies, mais d'avoir des tas de motifs différents. Et 1870, lorsque les Alsaciens arrivent exactement en 71-72, ils arrivent à l'apogée d'Elbeuf. L'apogée d'Elbeuf, c'est dans les années 1860-1880. Donc là, à cette époque, Elbeuf, c'est le plus grand centre français de production d'étoffes de laine cardée. Donc devant Sedan et devant Louviers, devant d'autres villes du sud. À l'époque, il y a 23 000 habitants, un peu plus même à Elbeuf. Et Elbeuf est la 3e ville du département de Seine-Inférieure.
D'abord, il faut répondre à la question, pourquoi sont-ils partis? Alors, ils partent d'Alsace, plus exactement ceux qui sont venus à Elbeuf venaient de Bischwiller, dans le Bas-Rhin, qui était une ville industrielle qui faisait de la mono-industrie textile et qui faisait du drap uni, de laine cardée, exactement comme Elbeuf. Alors, lorsque l'Alsace est annexée par l'Empire allemand en 1871, par le traité de Francfort, ils partent pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons économiques. Ils vont se trouver coupés du marché français, parce qu'il va y avoir une frontière, donc un droit de douane côté français. Et par contre, ils vont se trouver intégrés au marché allemand et en concurrence directe avec les très grosses sociétés allemandes de textile. Et ils savent qu'ils risquent de ne pas faire le poids sur le marché allemand. Il y a une deuxième raison qui est une raison, je dirais, politique et sociale. Ces gens sont des patriotes, ils ont envie de rester français, ils sont républicains, et donc ils n'aiment pas du tout l'Empire allemand, qui est un empire très autoritaire. Et puis il y a une raison confessionnelle. Les patrons et les négociants qui vont venir de Bischwiller sont de confession juive. En France, l'émancipation des Juifs remonte à 1791, la période révolutionnaire, alors qu'en Allemagne, les premières lois d'émancipation, c'est-à-dire les considérant comme des citoyens à part égale, datent de 1871. Et inutile de dire que dans les mentalités, c'est pas encore bien entré. Et donc, ils craignent beaucoup cela, et donc ils préfèrent partir en France. Alors ensuite, ils ne pouvaient pas prendre une ville comme Paris. Ils ont cherché tout de suite des villes semblables à la leur, en se disant qu'ils s'intégreraient beaucoup plus facilement et qu'ils trouveraient la main-d'œuvre nécessaire à leur industrie. Alors, ils ont exploré, ils sont allés à Sedan par exemple, ils sont allés dans d'autres villes de l'Est de la France, et puis ils sont venus à Louviers et ils sont venus à Elbeuf. Et finalement, ils ont choisi Elbeuf. Là encore, il y a plusieurs raisons, mais tout n'a pas été écrit, donc tout n'est pas dans les archives. Louviers leur avait fait de belles propositions, mais Elbeuf les a sans doute convaincus. La municipalité a sans doute facilité leur arrivée. Surtout, Elbeuf est directement sur la Seine, contrairement à Louviers. Donc, importation de laine et de charbon par le port d'Elbeuf, en provenance de Rouen, du Havre, donc ça c'est pratique. Et puis Paris, facilement accessible. Puis il y avait déjà le chemin de fer à Saint-Aubin. Et à mon avis, ils ont su qu'il y aurait Elbeuf-Ville, parce que ça s'est fait une dizaine d'années après, mais une ligne de chemin de fer, bien sûr, il faut acheter les terrains, il faut prévoir à l'avance. Donc, à mon avis, la municipalité a dû leur dire qu'il y aurait une gare à Elbeuf-Ville même. Et puis alors à Elbeuf, il y a une main-d'œuvre toute formée, toute prête à travailler pour eux. Et en plus, il se trouve qu'il y a un certain nombre de fabricants elbeviens qui ont fermé leur entreprise. Il faudrait beaucoup de temps pour répondre complètement. Les conditions sont très variées, contrairement à ce qu'on croit souvent. D'abord, tous les ouvriers ne sont pas en usine. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent à domicile, notamment sur le plateau, dans les campagnes, qui sont fileurs ou tisserands à domicile. Donc ces gens-là, bien sûr, ils ont la double tâche, parce qu'ils ont à la fois les travaux agricoles
et puis les tâches industrielles. Mais ils sont rémunérés au poids de fil, par exemple, ou bien à la pièce. Donc, ils travaillent, j'allais dire, comme ils veulent, en fonction de leurs besoins. Au mois d'août, ils arrêtent de travailler parce qu'il y a les travaux des champs, juillet, août, etc. Au semail, ils arrêtent de travailler aussi. Donc, ils sont dans sans doute de meilleures conditions. Ils se fixent même leurs horaires. Puis, il y a ceux qui sont en usine. Et là, en usine, à cause des machines à vapeur, il faut absolument minuter les choses. C'est-à-dire que la sirène déclenche le travail et la sirène ferme le travail. Tout le monde doit travailler en même temps, parce que même si ce n'est pas du travail à la chaîne, il faut que les gens soient en même temps à la tâche. Et puis alors il y a ceux qui habitent Elbeuf, il y a ceux qui viennent tous les matins, depuis Côte-Bec, Saint-Aubin ou le plateau. Ceux-là, ils se rajoutent 1 heure de marche, 4 km, 5 km, ça fait 1 heure et demie à l'aller et au retour. Et il y a ceux qui y logent simplement à la semaine, et qui dorment le soir dans des garnis, marchands de sommeil, où ils sont à 15 par pièce, etc., etc. Tout dépend de l'époque et de la législation. Jusqu'en 1841, hommes, femmes et enfants travaillent 12 heures par jour et 6 heures par semaine. En 1941, on rabaisse pour les 8-12 ans, on ramène le travail à 8 heures. Les fabricants râlent d'ailleurs, beaucoup. À l'époque des Alsaciens, en 1971, on travaille encore facilement 10 heures, 11 heures par jour. Mais c'est pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de forte presse au moment où il faut rendre les commandes. Et là, on travaille beaucoup, on travaille 75 heures par semaine, sans problème, enfin, sans problème entre guillemets. Et puis, il y a des périodes où ils subissent un chômage technique. Et là, au contraire, le travail baisse, mais la rémunération également. Dans la série des travaux les plus pénibles, il y a ceux qui s'occupent des chaufferies des machines à vapeur. Il y en a une très belle chez Frankel Herzog qui subsiste, où l'on voit très bien, il y a une soute à charbon de 30 mètres de long. C'est des gens qui sont exposés à des températures extrêmes, qui sont à la poussière de charbon sans arrêt. Et on dit qu'ils ne vivent pas vieux. Il y a ceux qui sont employés au lavage des laines, dégraissage et teinturerie. Là aussi, vous avez de grandes cuves qui sont chauffées. On peut y mettre la main, donc c'est pas à ébullition, mais c'est très chaud, et surtout une atmosphère très humide. Des poussières de matière de teinture, des changements de température très brusques, des horaires décalés, parce qu'ils travaillent tôt le matin, presque à la nuit, parce qu'il ne faut pas trop cochonner le plus chaud avec les autres teintures, donc ça doit être fait très tôt le matin. Mais tous les ouvriers sont exposés aux poussières de laine qui rentrent dans les poumons. Ils sont exposés également aux accidents du travail, parce que toutes ces machines qui tournent, actionnées par des poulies, des courroies, si on y laisse la main, si on y laisse le bras, on est broyé en partie ou en totalité. La grande période d'Elbeuf, je vous disais, c'est dans les années 1860-1880. 1860, il y a la guerre de sécession aux États-Unis, donc crise cotonnière, donc la laine, bien sûr, en profite très largement. Ça s'arrête à la fin des années 1880 parce que la mode change.
Les étoffes de laine cardée que fabriquait Elbeuf sont des étoffes, on disait, inusables. Quand on disait « je mets mon Elbeuf », on pouvait se le transmettre de père en fils, hein, c'est-à-dire ce sont des costumes très épais, très lourds. On fait du drap d'uniforme avec, hein, du drap de billard, etc. On veut désormais des tissus légers. Or, ces tissus légers sont en laine peignée. Et ça, c'est la spécialité du Nord, Lille, Roubaix, enfin surtout Roubaix, Tourcoing. Et en fait, Elbeuf n'a pas voulu changer, n'a pas voulu adopter cette technique-là. Et du coup, leurs commandes ont régulièrement diminué. Alors il y aura un déclin inexorable. Pendant la guerre de 14-18, ils fabriquent du drap pour les militaires, étant donné que Sedan ou les autres centres sont occupés ou détruits. Et donc ils vont fabriquer jusqu'à 600 km par mois de tissu pour uniforme. 600 km par mois. C'est énorme. Alors ils ont refait leur trésorerie, ils ont électrifié et modernisé les ateliers. Mais une fois la guerre finie, ça redescend, donc petit à petit le nombre de fabricants diminue et il ne reste que les grands comme Blin, Frankel, Gasset Canteloup, etc. Et des années 1900 aux années 1950 ou 60, il y a eu des industries de confection qui ont essayé de prendre le relais. Parce qu'il y avait de la main-d'œuvre, parce qu'il y avait des usines désaffectées, parce qu'il y avait des machines qui étaient à louer, etc. Donc on a fait des chemises, on a fait des costumes, on a fait des paletots, on a fait des uniformes encore, mais d'administration, pour les chemins de fer, pour les musées, enfin on a fait des tas de choses comme ça. Et puis ça aussi, face à la concurrence d'autres pays, l'Italie, l'Angleterre, plus tard les pays émergents, ça a aussi décliné. Frankel Herzog, ferme en 1962, Gasset Canteloup en 1969 et Blin en 1975. Blin, c'est la dernière grande, c'était vraiment un traumatisme. Il y a 600 ouvriers et ouvrières qui sont mis au chômage d'un seul coup. C'est une énorme catastrophe ici. Alors il a subsisté Prud'homme, qui se trouvait en bordure de Seine jusqu'en 1991. Mais c'était une plus petite entreprise. Et elle était adossée à une maison de négoce parisienne, donc elle a pu résister. Donc, plus de textile. À Elbeuf même, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand-chose. Les usines ont été détruites les unes après les autres, les cheminées abattues. Vous avez Andritz, vous trouvez rue Camille Randouin, pas loin de la fabrique Frankel Herzog. Alors Andritz, c'est un groupe qui a racheté en 2011, qui a racheté une entreprise elbevienne, qui n'était pas d'origine elbevienne, mais qui était à Elbeuf depuis 1920, qui s'appelait Asselin. C'est un groupe qui fabrique des machines-outils pour le textile, mais pour une catégorie assez particulière. Vous voyez la moquette, par exemple, c'est ce qu'on appelle de l'intissé. Andritz fabrique pour des machines et des lignes de production entières pour les tissus pour voitures, pour moquettes, les tissus spéciaux, etc., etc. Ils conçoivent tout. Ils font la recherche, la conception. On leur dit, je veux tisser ou faire de l'intissé pour tel usage, telle quantité, tel poids, etc. Ils conçoivent les machines. Et ils en exportent dans le monde entier. C'est une grosse entreprise, mais il y a relativement peu de main-d'œuvre.
Le très bel édifice que vous trouvez à côté de l'hôtel de ville, donc, qui a abrité ensuite la chambre de commerce, c'était effectivement à l'origine le cercle des commerçants. Il y en a eu un antérieurement, l'école Franklin. Je ne sais pas si vous voyez l'ancienne école Franklin, c'était leur ancien cercle. Mais ils ont voulu se faire bâtir en 1855-56 un bâtiment prestigieux. On approche de l'apogée, je vous disais 1860. Donc ils ont des sous. C'est une association privée qui fait construire ça. Un endroit, le cercle. Alors on dit des commerçants, mais en fait c'est des industriels et des négociants. C'est l'endroit où on se réunit pour jouer aux cartes, pour lire le journal, boire un petit peu, fumer, toutes choses qu'on ne fait pas dans la ville quand on est un grand bourgeois, donc qu'on fait au cercle, et on y parle affaires. On y parle sans doute un peu politique, mais il serait très mal vu d'y avoir des oppositions fortes. Vous voyez un petit peu les lieux du pouvoir. Ces industriels sont au cercle des commerçants. Ils peuvent aller ou sortir de la mairie parce qu'ils sont aussi conseillers municipaux, maires, parfois députés. Il y a eu 3 députés par moment en même temps, parce que sur un scrutin de liste, on pouvait en avoir 2. Et puis il y en a un 3e qui pouvait se faire élire dans l'heure où il avait une propriété. Donc très utile pour le lobbying face au gouvernement. Le cercle des commerçants, les femmes n'y entrent pas, sauf au moment des bals, ou exceptionnellement quand il y a un événement très important, une grande réception, etc. Et puis il y avait un 3e lieu qui complétait le dispositif, c'était en face du cercle des commerçants, le Grand Hôtel, qui est maintenant désaffecté, qui a été transformé en hôtel des impôts, enfin c'est une construction neuve, mais autrefois c'était un hôtel de prestige. Et donc là on recevait les hôtes, on recevait les représentants de commerce, etc. Donc ce dispositif-là est extrêmement important. C'est vraiment la sociabilité du milieu fabricant et négociant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Elbeuf, vous avez eu à la fois des dynasties, comme les Grandins, les Flavigny, des gens qui, de père en fils, depuis le XVIIe siècle, étaient dans les usines et se transmettaient l'usine. C'était pas du tout des sociétés anonymes, et donc c'est des gens qui avaient un certain respect, je dirais pas forcément pour leurs ouvriers, mais pour leur entreprise. C'est-à-dire, c'est des gens qui voulaient maintenir l'entreprise parce qu'ils savaient que derrière, il y a des familles entières qui vivaient de ce travail-là. Même si, encore une fois, ils exploitaient le travail, je suis bien tout à fait d'accord. Et à côté de ça, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des self-made men. Elbeuf, au 19e, a attiré énormément de gens qui venaient de l'extérieur. Théodore Chenevière, il arrive, il a 14 ans. Il rentre dans une fabrique. Et puis petit à petit, il grimpe les échelons et ensuite il fonde sa propre usine. Et il y en a énormément qui ont fait ça. Alors certains ont gagné quelques marches, ça c'est toujours amusant, en épousant la fille du patron. Alors ils font gendre, comme on dit, et du coup ça leur facilite bien sûr les choses. Mais n'empêche qu'ils arrivent avec très peu de choses. Et le beau-père, en fait, lui, ce qu'il regarde, c'est pas tellement la fortune, mais il flaire si le gendre va pouvoir reprendre l'entreprise, la développer ou non. Et en fonction de ça, donc c'était un milieu assez ouvert. Alors sinon, bon, il faut bien voir, les Alsaciens, eux, ils introduisent une forme de paternalisme très développée. Chez Blain, vous êtes ouvrière, vous avez un gamin, vous le mettez à la pouponnière Blain.
Vous êtes malade, il y a le dispensaire Blin, qui est quasiment gratuit. Vous avez des médailles si vous travaillez 25 ans chez Blin. Il y a une association de musique, il y a une association sportive, etc., etc. Et quand le patron se marie, les ouvriers lui font un cadeau, mais le patron offre un banquet aux ouvriers. Lorsque on veut rentrer au cercle des commerçants, il y a un vote. Et ce vote se fait avec des boules noires ou blanches que l'on mettait dans une sorte de grosse urne. S'il y a une boule noire, vous êtes blackboulé, c'est-à-dire que vous êtes refusé. Or, boule noire, boule blanche, c'est en fait de cette façon-là que les francs-maçons accueillent dans une loge les gens. Alors je ne dis pas que le cercle des commerçants était maçonnique, mais il y en avait, et si vous regardez sur certaines fenêtres, vous trouverez un compas, vous trouverez le salut maçonnique, et donc il y a quand même des traces.